Ma mère me tenait fermement, pendant que mon père organisait déjà mon mariage avec un homme dangereux, beaucoup plus âgé que moi. Alors je me suis enfuie et je les ai exposés. Aujourd'hui, des années plus tard, elle est malade et me supplie de revenir, parce que, selon elle, je fais toujours partie de la famille. Chez nous, les choses se passaient ainsi. Dès qu'une fille avait ses premières règles, on la mariait. Peu importait qu'elle ait 12, 13 ou 14 ans. Le sang était considéré comme le signe qu'elle était prête, et le mari avait généralement au moins 3 fois son âge. J'ai grandi avec cette idée. Alors, pendant longtemps, tout cela ne me semblait même pas si terrible. Jusqu'à mes 11 ans. C'est à cet âge-là que j'ai vu ma cousine Maria m'être promise à un homme de 43 ans, seulement 3 jours après ses premières règles. Ses 2 précédentes épouses étaient mortes avant même d'avoir 20 ans. Cette nuit-là a été la première où j'ai volontairement presque cessé de manger. Pas parce que j'étais grosse, pas parce que je détestais la nourriture, mais parce que j'avais remarqué que, chez nous, les filles les plus maigres étaient souvent celles qui avaient leurs règles le plus tard. Et c'était ma seule chance. Plus tard, j'ai appris que le corps avait réellement besoin d'une certaine quantité de graisse pour entrer dans la puberté. Ah, les autres filles m'appelaient le squelette, mais je m'en fichais. Beaucoup d'entre elles étaient déjà promises à des hommes qui avaient eux-mêmes des enfants plus âgés qu'elles. Mais cela n'empêchait personne de continuer à me préparer à ma future vie d'épouse. Chaque vendredi, de 1h du matin jusqu'à 10h, je devais passer des heures à servir les hommes de la famille sans dire un seul mot. Et malheur à moi si j'osais regarder l'un d'eux, ou faire le moindre bruit en servant. Dans ce cas, je recevais 10 coups de ceinture. Je devais porter des casseroles brûlantes sans manique, pour que mes mains s'endurcissent et soient prêtes pour la cuisine. Et chaque soir, ma mère m'enduisait le visage de crème éclaircissante, pour être sûre que je serais jolie. À part le fait que je me laissais secrètement mourir de faim, j'étais la fille parfaite. Je jouais mon rôle sans me plaindre une seule fois, et je répétais toujours à quel point j'avais hâte d'avoir des enfants un jour. Mais quand j'ai eu 14 ans et que je n'avais toujours pas eu mes règles, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Pour bien comprendre, nous vivions aux États-Unis depuis le début. Ah, ma mère nous avait simplement fait croire que tout cela était parfaitement normal, et qu'une fille qui refusait finirait forcément seule, laide et inutile. Jusqu'au jour où une enseignante m'a demandé de venir lui parler, parce que j'avais porté un t-shirt par accident, et qu'elle avait vu à quel point j'étais maigre. Quand elle est allée aux toilettes, elle a oublié de fermer son bureau à clé. À l'intérieur, il y avait des livres sur les lois du mariage, et des brochures avec des titres comme « Tes droits en tant qu'adolescente » et « Quand la culture devient un crime ». En les feuilletant, je suis restée bouche bée. Pour la première fois, j'ai compris qu'il était illégal de se marier avant 18 ans. Aucune exception, aucune astuce avec le consentement des parents. J'ai volé la brochure la plus fine et je l'ai glissée dans la ceinture de mon pantalon. Au cours des semaines suivantes, chaque fois que mes parents pensaient que je dormais, j'ai appris chaque page par cœur. Les numéros des services de protection de l'enfance, les adresses des refuges, les formulations exactes qui déclencheraient un signalement. J'ai découvert que les enseignants, les travailleurs sociaux et les médecins étaient obligés de signaler les signes de maltraitance. Alors j'ai créé une sorte de groupe de compétences d'épouse dans la remise à outils de mon oncle. Il y avait 6 jeunes cousines, qui n'avaient pas encore saigné et qui étaient terrifiées à l'idée de ne pas pouvoir échapper à leur destin. Je leur ai appris tout ce que je savais. Quels enseignants étaient sûrs pour faire un signalement? Comment prononcer les phrases qui déclencheraient une enquête? Nous répétions en chuchotant. Il me force à me marier. Je n'ai que 13 ans. S'il vous plaît, aidez-moi. Puis, à 15 ans, mon propre corps m'a trahi. Un matin, pendant que je préparais le repas, le sang est venu et a traversé ma robe blanche. Le cri de joie de ma mère a fait accourir toute la maison. Il rayonnait, il m'embrassait, et il me disait que j'avais de la chance. Le soir même, mon père avait déjà choisi mon mari, Hamuda Bibi, entrepreneur en bâtiment. Il avait déjà enterré 2 de ses femmes. Toutes les 2 étaient mortes à peine après leurs 23 ans. Sur leur certificat de décès, il était écrit « insuffisance rénale ». Les femmes murmuraient que c'était à cause de grossesses trop nombreuses, commanditées beaucoup trop jeunes. 2 jours plus tard, ma cousine Anja, l'une des filles de la remise, a eu ses règles elle aussi. Quelques heures plus tard, elle était promise à un homme de 51 ans, qui collectionnait les épouses comme des trophées et avait 8 enfants, tous plus âgés qu'elle. J'ai vu toute la vie quitter son regard pendant que les hommes négociaient son prix de mariée, comme si elle était du bétail. Cette nuit-là, je lui ai glissé mon carnet. Il contenait toutes les adresses des refuges, les lois et les itinéraires de fuite que j'avais appris par cœur. Demain, ai-je murmuré, va voir la professeure de biologie. Dis exactement les mots que je t'ai appris. Ses mains tremblaient quand elle a pris le carnet. Et toi, mon mariage n'est que dans 2 semaines. Je trouverai quelque chose, ai-je répondu d'une voix brisée. Mais je me trompais, car cette même nuit, quelqu'un a frappé à la porte. Les services de protection de l'enfance étaient dehors. Le visage de mon père est passé de la confusion à une rage blanche lorsqu'ils ont posé des questions sur Anja, sur les mariés mineurs, sur les mariages forcés. Ils voulaient parler à toutes les filles de moins de 18 ans. À peine étaient-ils partis que les adultes se sont refermés sur eux-mêmes comme une meute de loups. À leurs yeux, quelqu'un avait appris des mensonges aux filles et empoisonné leurs esprits avec de la propagande occidentale. Toute la maison a été fouillée jusqu'à ce qu'ils trouvent la coupable. 1 heure plus tard, mon carnet était déjà dans la remise, rempli de numéros de téléphone et de textes de loi. Mon père l'a brûlé devant tout le monde et m'a traité de malade, de fille corrompue. Et, mon insulte préférée, de tumeur cancéreuse qu'il fallait découper. Le mariage aura lieu demain, a-t-il annoncé, avant qu'elle ne cause encore plus de dégâts. La nuit a été beaucoup trop courte. Dans 1 heure, il viendrait me vêtir de rouge et d'or, pour me remettre à un homme qui avait déjà envoyé 2 filles dans la tombe. J'ai eu la nausée en entendant des pas s'approcher de ma porte. J'ai attrapé le sac en plastique que j'avais caché quelques jours plus tôt, avec le strict nécessaire. Une robe de rechange, les adresses écrites des refuges, et les 20 $ que j'avais économisés pendant des mois, dollar après dollar, dans le porte-monnaie de ma mère. La poignée de la porte a bougé. J'ai pressé mes mains contre mon ventre, je me suis pliée en 2 et j'ai gémi. Ce n'était pas entièrement joué. Ma mère est entrée, déjà apprêtée pour le jour de mon mariage. Debout, a-t-elle ordonné. L'esthéticienne arrive dans une demi-heure. J'ai gémi encore plus fort et j'ai pressé mes mains contre mon ventre. Maman, quelque chose ne va pas. J'ai tellement mal au ventre. Elle a froncé les sourcils et s'est approchée avec prudence. Dans notre culture, une mariée malade était considérée comme un mauvais présage. Qu'est-ce que tu as mangé? Rien, ai-je haleté en titubant vers la porte. Je dois aller aux toilettes. Vite. Elle m'a attrapé par le bras. Tu y étais déjà il y a 20 minutes. S'il te plaît, ai-je supplié.
pliées, les larmes coulant sur mon visage. La peur rendait mon jeu facile. J'ai vraiment mal. Avec un regard méprisant, elle m'a lâché. 5 minutes. Les tantes attendent. Je me suis traînée dans le couloir, le sac caché sous ma large chemise de nuit. Une fois dans la salle de bain, j'ai immédiatement fermé la porte à clé et je suis montée sur la cuvette des toilettes. La plaque du plafond que j'avais desserrée plusieurs semaines plus tôt s'est déplacée sans difficulté. J'y ai caché le sac, puis j'ai réellement utilisé les toilettes pour que tout paraisse crédible. 3 minutes sont passées. J'ai tiré la chasse, fait couler l'eau et gémi de nouveau. Maman, ça ne s'arrête pas. J'ai tellement mal au ventre. Elle a frappé à la porte avec impatience. Ouvre tout de suite. Non, je ne peux pas, ai-je crié en remontant sur les toilettes. La petite fenêtre au-dessus de moi, qui avait été peinte et bloquée depuis longtemps, je l'avais travaillée avec un couteau à beurre volé dans la cuisine. S'il te plaît, encore une minute. À présent, plusieurs poings martelaient la porte. Mes tantes l'avaient rejointe. J'ai poussé de toutes mes forces contre le cadre de la fenêtre. La peinture s'est écaillée. Le bois a cédé. L'air frais du matin s'est engouffré à l'intérieur. L'ouverture était minuscule, prévue seulement pour l'aération, mais grâce au mois passé à me priver de nourriture, j'étais devenue assez mince pour m'y faufiler. Elle prend trop de temps, a tonné mon père de sa voix puissante. Enfoncé la porte. J'ai attrapé mon sac, je l'ai d'abord poussé par la fenêtre, puis je me suis hissée à mon tour. Mes épaules ont frotté douloureusement contre le cadre. La porte tremblait sous les coups de plusieurs corps lancés contre elle. Mes hanches sont restées coincées. J'ai serré les dents et je me suis tournée sur le côté. Au moment exact où mes pieds ont passé la fenêtre, la serrure a cédé dans un fracas. Je suis tombée de 2 mètres dans l'herbe mouillée. Ma cheville s'est tordue, mais elle ne s'est pas cassée. Derrière moi, des cris retentissaient depuis la salle de bain. Je me suis mise à courir, pieds nus. Ma chemise de nuit flottait autour de moi tandis que je traversais le jardin en direction des voisins. Les chiens aboyaient. Les détecteurs de mouvement s'allumaient. Je continuais à courir. Notre quartier ressemblait à un labyrinthe de maisons identiques, rempli de familles de notre communauté. Toutes m'auraient ramené sans hésiter. Je me suis faufilée dans le jardin des Hassan, puis je suis passée près de la piscine des Mamus, avant de contourner la remise des Salets. Derrière moi, un moteur a démarré, puis un autre. Il s'était organisé immédiatement. Je me suis accroupie derrière les poubelles des Abdullah, pendant que les phares balayaient les haies. La voix de ma grand-mère a résonné dans l'air du matin. Contrôlez chaque rue. Elle ne peut pas être loin. La grande route était à 3 pâtés de maison. L'arrêt de bus, à 4. J'avais répété ce trajet 100 fois dans ma tête, mais jamais pieds nus, et jamais avec un cœur qui battait si violemment que j'avais l'impression qu'il allait me faire éclater la poitrine. Je me glissais entre les voitures garées, utilisant chaque cachette possible, laissant derrière moi des traces de sang partout. Un éclat de verre s'est enfoncé dans mon talon, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Là, Karim, mon cousin, a crié sur ma gauche. Une voiture a tourné au coin de la rue en crissant des pneus. Je me suis précipitée à travers les rosiers de Madame Chen. Les épines ont déchiré ma chemise de nuit et ma peau. Elle ne faisait pas partie de notre communauté. Peut-être qu'elle ne me reconnaîtrait pas. En boitant, j'ai traversé son jardin et je me suis échappée par l'allée derrière. L'arrêt de bus est apparu au moment même où le bus du matin s'arrêtait. J'ai jailli de ma cachette en agitant désespérément la main. La conductrice, une femme noire âgée, a vu mes pieds ensanglantés et ma chemise de nuit déchirée. Elle a laissé la porte ouverte. Je suis montée en trébuchant, puis je me suis figée. Je n'avais pas d'argent sur moi. Les 20 $ étaient restés dans le sac. S'il vous plaît, ai-je murmuré. Je dois seulement aller au centre-ville. Je vous rembourserai. Je vous le promets. Une vieille dame assise au premier rang s'est levée et a glissé la monnaie nécessaire dans la machine. Assieds-toi, mon enfant, a-t-elle dit doucement. Aucune question. Seulement une place à côté d'elle, et des mouchoirs sortis de son sac à main. Le bus est parti au moment où, dehors, la voiture de ma grand-mère surgissait sur le parking. Je me suis baissée sous la fenêtre, mais j'ai quand même vu son visage déformé par la colère. La femme assise à côté de moi s'est rapprochée, comme pour me protéger. Sans un mot de plus, nous avons roulé vers le centre-ville. Juste avant que je descende, elle m'a glissé un billet de 10 $ dans la main. Peu importe ce que tu fuis, a-t-elle murmuré, ne retourne pas là-bas. Le palais de justice paraissait immense. Jusque-là, je ne l'avais connu qu'en passant devant. En boitant, j'ai réussi à franchir les contrôles de sécurité, laissant des traces de sang sur le sol en marbre. Les agents de sécurité se sont échangés des regards, mais ils m'ont laissé passer. L'employé du tribunal des affaires familiales, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, est immédiatement sortie de derrière le comptoir. Ma chérie, tu as besoin d'un médecin? Ordonnance de protection d'urgence, ai-je réussi à dire, en prononçant les mots que j'avais appris par cœur. J'ai 15 ans. Ils veulent me marier aujourd'hui, s'il vous plaît. Elle m'a fait asseoir et m'a apporté des formulaires. Où habites-tu? Nous avons besoin d'une adresse pour l'ordonnance. J'ai donné l'adresse du foyer pour femmes que j'avais mémorisé, en espérant qu'il y aurait encore une place. Mon téléphone, que j'avais oublié dans le sac, a commencé à sonner. D'abord maman, puis papa, puis grand-mère, puis des numéros que je ne connaissais pas. La messagerie débordait, mais je n'ai pas écouté. Je savais ce qu'il dirait. Honte, déshonneur, malédiction, tumeur cancéreuse. L'employé m'a aidé à remplir les formulaires. Son visage devenait plus grave à chaque détail. Des épouses précédentes mortes à 23 ans. Une insuffisance rénale causée par trop de grossesse. Un mariage forcé prévu pour aujourd'hui. Attendez ici un instant, a-t-elle dit avant de disparaître à l'arrière. Peu après, elle est revenue avec un juge, qui a lu ma demande directement dans le hall d'entrée. Approuvé, a-t-il dit. L'ordonnance de protection prend effet immédiatement. L'audience aura lieu dans 2 semaines. J'ai serré le papier contre moi comme une bouée de sauvetage, puis je suis sortie en boitant. 12 pâtés de maison jusqu'au foyer pour femmes. Au bout de 3 pâtés, je me suis souvenu qu'il n'y avait peut-être plus de place. Et l'appel l'a confirmé. Nous sommes complets, a dit la voix. Nous pouvons te mettre sur liste d'attente pour jeudi. Jeudi. 3 jours. 3 jours sans endroit où aller. C'est alors que j'ai pensé à Madame Rodriguez, mon enseignante, celle qui m'avait montré ses brochures, celle qui, ce jour-là, n'avait pas verrouillé son tiroir. Peut-être qu'elle ne l'avait pas oublié. Après 3 bus et 2 heures de trajet, je suis enfin arrivée au lycée Jefferson. C'était samedi, donc le bâtiment aurait dû être vide. Mais sa voiture était sur le parking. Je l'avais déjà vu venir le week-end pour corriger des copies au calme. Je l'ai trouvée dans sa salle de classe, un stylo rouge à la main, une pile de rédaction devant elle. Quand elle m'a vu, son stylo lui est tombé des mains. Oh mon Dieu, en quelques secondes, elle avait contourné son bureau et observé
mes pieds ensanglantés, ma chemise de nuit déchirée et l'ordonnance de protection dans ma main. Assieds-toi, ne bouge pas. Elle est partie en courant et est revenue avec la trousse de premier secours de l'infirmière scolaire. Puis elle a commencé à nettoyer mes pieds. C'est seulement à ce moment-là que j'ai éclaté en sanglots. Cette fois, c'était de vraies larmes, pas comme tout à l'heure dans la salle de bain. Il voulait me marier avec lui aujourd'hui, ai-je sangloté. Il a déjà 2 femmes sur la conscience. J'ai obtenu l'ordonnance, mais le foyer pour femmes est complet, et je ne sais pas où aller. Il me cherche. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro d'urgence des services de protection de l'enfance. Nous devons te mettre quelque part en sécurité. Mais la voix à l'autre bout du fil n'avait rien de rassurant. 15 ans. Nous avons besoin de plus de preuves d'un danger immédiat. Une ordonnance de protection fondée sur des déclarations ne suffit pas. Y a-t-il des blessures physiques? Le regard de Madame Rodriguez s'est assombri. Elle a des éclats de verre dans les pieds à force d'avoir couru pieds nus. Elle a des coupures partout. Les blessures causées pendant sa fuite ne comptent pas. Nous avons besoin d'indices de maltraitance infligés par la famille. Mon téléphone s'est remis à sonner. Cette fois, Madame Rodriguez a répondu. Allô? Elle est soudain devenue blême. Monsieur Habibi. Non. Votre fille est quoi? Non. Elle est. Je pouvais entendre la voix de mon père à l'autre bout. Calme. Posé. Ce ton professionnel avec lequel il convainquait toujours les gens qu'il était un homme respectable. Elle est malade, disait-il. Des problèmes psychiatriques. Elle a besoin de ses médicaments. Nous sommes très inquiets. Madame Rodriguez a raccroché. Comment savait-il que tu étais ici? Mon téléphone. Bien sûr. Ils ont suivi ta position. Tout effacé, a-t-elle dit. Réinitialise ton téléphone immédiatement. Pendant que je remettais mon téléphone aux paramètres d'usine, elle continuait à appeler. Les services de protection de l'enfance. Des travailleurs sociaux. Une aide juridique. Partout, la même réponse. Sans danger physique clair ou preuve plus solide, nous avons les mains liées. Soudain, nous avons entendu des portières claquer sur le parking. Madame Rodriguez a verrouillé la porte de la classe et a baissé les stores. Reste calme. Très calme. Des pas se sont approchés dans le couloir. Plusieurs personnes. Des voix d'hommes. D'abord en arabe, puis en anglais. Nous savons qu'elle est ici, a crié mon père. Son téléphone indique cet endroit. Elle est malade. Elle a besoin d'aide. Ils ont essayé la poignée de la porte. Ils ont d'abord frappé poliment, puis de plus en plus fort. J'appelle la police, a murmuré Madame Rodriguez. Mais je l'ai retenue. S'il vous plaît, attendez une seconde. Je dois vous montrer quelque chose. J'ai relevé mes manches et je lui ai montré les cicatrices circulaires laissées par les entraînements à la propreté, ainsi que les bleus de la lutte du matin, quand ma mère avait essayé de me forcer à mettre la robe de mariée. Puis j'ai soulevé ma chemise de nuit juste assez pour qu'elle voie les marques de ceinture sur mon dos. Les souvenirs de toutes ces années de formation, chaque vendredi matin. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a pris des photos avec son téléphone. Pourquoi tu n'as jamais montré ça à quelqu'un avant? Je croyais que c'était normal, ai-je murmuré, jusqu'à ce que je lise vos brochures. Elle a appelé la police. Plusieurs hommes essaient d'entrer de force dans ma salle de classe. J'ai avec moi une élève qui est en danger. Venez vite, s'il vous plaît. Les coups contre la porte sont devenus plus violents. Puis la voix de mon oncle a retenti. Nous avons ses médicaments. Elle est bipolaire, schizophrène. Elle invente des histoires. Regardez les caméras du parking, ai-je dit vivement à Madame Rodriguez. Je suis venue seule. S'ils ont des médicaments, alors ils les ont apportés avec eux. Elle a appelé le service de sécurité de l'école et leur a expliqué la situation en toute hâte. L'agent de sécurité, Monsieur Williams, a confirmé qu'il était en train de vérifier les images. Au loin, on entendait déjà les sirènes de police. Les coups contre la porte se sont arrêtés. Des pas rapides se sont éloignés. Quand les policiers sont arrivés, mon père s'était transformé. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, voulait défoncer la porte avait disparu. À sa place se tenait un père inquiet, en costume coûteux, des flacons de médicaments à mon nom dans la main. Dieu merci, vous êtes là, a-t-il dit au policier. Ma fille est gravement malade. Elle souffre de délire et raconte des choses horribles sur nous. Les agents nous ont séparés. L'un est resté avec moi et Madame Rodriguez, tandis que 2 autres emmenaient mon père et mes oncles dans le couloir. Elle n'a jamais pris de médicaments, a insisté Madame Rodriguez. Je suis son enseignante depuis 2 ans. Regardez ses blessures. Le policier a examiné mes pieds, les coupures et les bleus. Cela pourrait être auto-infligé, a-t-il dit avec hésitation. Si elle a eu une crise. Vérifiez quand les ordonnances ont été délivrées, ai-je lancé. Si je suis aussi malade, pourquoi est-ce que je n'apparais nulle part dans le système? Pas de rendez-vous médicaux, pas de thérapie. Madame Rodriguez a sorti son ordinateur portable. J'ai des rédactions d'elle depuis des mois, sur les traditions familiales et les attentes culturelles. Tout est écrit entre les lignes. Elle les avait gardées. Chaque texte dans lequel j'avais caché des vérités entre les lignes. Quand j'écrivais sur les leçons de cuisine, je parlais en réalité de mains brûlées. Quand j'écrivais sur la préparation au mariage, je parlais en réalité des punitions après un simple contact visuel. Le policier lisait, et son visage devenait plus grave à chaque page. Pendant ce temps, Monsieur Williams est arrivé avec les images du parking. On y voyait clairement mon père et mes oncles arriver avec les flacons de médicaments déjà dans les mains. Anja, ai-je soudain dit. Appelez Anja Mansur. Elle a fait un signalement hier. Elle sait. Mais lorsque Madame Rodriguez a cherché la famille d'Anja, elle a découvert qu'ils avaient quitté l'État ce matin-là. Aucune adresse, plus aucun numéro de téléphone. Mon père semblait comprendre que sa façade commençait à se fissurer. Il s'est mis à parler avec agitation en arabe avec mes oncles, en gesticulant vivement. Qu'est-ce qu'il dit? A demandé le policier. Il veut appeler l'avocat de la famille, ai-je traduit. Et il parle de la dot qui ne sera pas remboursée. C'était son erreur. Il avait mentionné la dot. Le visage du policier s'est durci. Quelle dot, monsieur? Mon père s'est figé. J'ai mal parlé. Mon anglais. Votre anglais était parfait il y a 5 minutes, a remarqué le policier d'un ton sec. L'heure suivante est passée comme dans un brouillard. De plus en plus de policiers sont arrivés, ainsi qu'une intervenante des services de protection de l'enfance et quelqu'un du bureau du procureur. Madame Rodriguez a suivi la voiture dans laquelle je me trouvais et a refusé de rentrer chez elle avant d'être certaine que j'étais bien placée en sécurité. La maison était simple, mais propre, avec des caméras de surveillance à chaque angle et une haute clôture entourant la propriété. Théodora nous a ouvert la porte. C'était une femme robuste d'une 60aine d'années, avec des yeux vifs et des mains chaleureuses. Avec le regard entraîné d'une infirmière, elle a observé mes pieds bandés et mon visage épuisé. Entre, ma chérie. On va d'abord t'installer. À l'intérieur, la maison était agréable, chaude et accueillante.
porte. Rien à voir avec le marbre froid et les dorures de la maison de ma famille. Elle m'a montré une petite chambre qui pouvait se fermer de l'intérieur. C'est seulement pour que tu te sentes en sécurité, a-t-elle expliqué calmement. Les fenêtres sont reliées à une alarme et j'ai installé des détecteurs de mouvement partout. Ici, tu es en sécurité. Margaret s'est occupée des papiers pendant que Madame Rodriguez m'aidait à défaire mes affaires. Avant de partir, mon enseignante m'a glissé une carte dans la main. Mon numéro personnel. Appel à n'importe quelle heure. De jour comme de nuit. La première nuit, je n'ai presque pas dormi. Chaque voiture dehors me faisait sursauter. Chaque ombre sur le mur aurait pu être un oncle ou un cousin venu me reprendre. Théodora m'a trouvé à 3 heures du matin près de la fenêtre, en train d'observer la rue. Ils sont aussi venus pour la dernière fille, m'a-t-elle raconté doucement en s'asseyant près de moi. 3 frères et le père se tenaient juste devant ce portail et exigeaient que je leur rende leur fille. Elle a eu un sourire amer. La police est ici en moins de 2 minutes. J'y ai veillé. Le dimanche s'est déroulé dans un brouillard de précaution. Théodora m'a aidé à configurer un nouveau téléphone, dont seule elle, Margaret et Madame Rodriguez connaissaient le numéro. Nous avons répété plusieurs scénarios. Que faire si quelqu'un m'abordait? Comment varier mes trajets? Quel voisin était digne de confiance en cas d'urgence? Demain, il faudra aussi t'inscrire dans l'école du district, a-t-elle dit. Avec l'ordonnance de protection, tu ne peux pas retourner à Jefferson High. L'idée de tout recommencer à zéro me faisait peur. Mais rester caché était plus important que des couloirs d'école familiers. Le lundi matin, la première épreuve est arrivée immédiatement. À 6 heures précises, la sonnette a retenti. Sur le moniteur, ma tante est apparue avec 2 cousines. Elle portait des plats de nourriture et avait l'air inquiète. Nous savons qu'elle est ici, a crié ma tante dans l'interphone. Nous voulons seulement parler. Sa grand-mère se rend malade d'inquiétude. Théodora n'a même pas répondu. Elle a immédiatement appelé la police sur la ligne non urgente. Oui, les personnes visées par l'ordonnance de protection sont sur ma propriété. Merci. Elles sont parties avant l'arrivée de la voiture de patrouille, mais pas avant que ma cousine ne lève une pancarte devant la caméra. On t'aime. Rentre à la maison. C'est ainsi que le chantage émotionnel a commencé. Dans l'après-midi, Margaret a appelé avec des nouvelles. Ton père a engagé un avocat. Ils affirment que tu as été aliéné de ta famille et exigent ton retour. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer. Mais avec l'ordonnance de protection et les services de protection de l'enfance impliqués, leurs chances sont faibles. Malgré tout, tu dois te préparer à un combat difficile. Le mardi, des fleurs ont été livrées. Un énorme bouquet, avec une carte. Nos cœurs sont brisés. S'il te plaît, pardonne-nous. Avec tout notre amour, maman. Théodora a tout photographié avant de jeter le bouquet. Garde une trace de tout, m'a-t-elle conseillé. Chaque contact, chaque tentative. Le mercredi, j'ai commencé l'école. Puis j'ai vu Anja sur une photo. Elle se tenait entre ses parents, une bague de fiançailles au doigt, les yeux vides. Au dos de la photo, il était écrit. Elle est rentrée à la maison. Maintenant, elle est heureuse. Tu pourrais l'être aussi. Ils l'ont ramenée, ai-je murmuré. Ils vont quand même la forcer à se marier. Patricia était furieuse quand nous l'avons appelée. Ça complique énormément les choses. Si Anja retire sa déclaration, elle ne le fera pas, ai-je dit avec détermination. Regardez ses yeux. Elle a peur. La peur ne compte pas s'il n'y a pas de déclaration. L'attaque du dimanche a été plus directe. La voisine de Théodora a appelé parce que des hommes photographiaient la maison d'à côté. La police est venue, mais les hommes avaient déjà disparu. Le message était clair. Nous savons où vous êtes. Peut-être devrions-nous te déplacer ailleurs, a proposé Margaret lors d'une réunion de crise. Mais Théodora a secoué la tête. Si nous fuyons, nous leur donnons raison. Nous restons. Nous documentons. Nous nous battons. Le lundi matin suivant avait lieu l'audience pour l'ordonnance de protection permanente. Patricia m'avait soigneusement préparée, mais rien n'aurait pu vraiment me préparer à cette salle d'audience. Toute la grande famille remplissait un côté de la salle. Tante, oncle, cousin, membres de la communauté, tous habillés avec soin. Tous me regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. Mes parents étaient assis devant. Ma mère se tamponnait les yeux. Je me suis assise en tremblant à côté de Patricia. L'avocat de mon père a commencé en peignant le portrait d'une famille aimante, déchirée par des influences occidentales. Il a présenté des témoins de moralité, l'imam de la mosquée, des amis de la famille, même mon ancien pédiatre, qui a déclaré n'avoir jamais vu de signe de maltraitance lors des examens. Parce que je n'étais jamais seule avec lui, ai-je murmuré à Patricia. Ma mère parlait toujours à ma place. Quand notre tour est arrivé, Patricia a présenté les preuves avec calme et précision. Les photos de mes blessures, les rédactions montrant les années de préparation à un mariage forcé, les vidéos où l'on voyait mon père arriver avec de fausses ordonnances. Puis elle a appelé Madame Rodriguez à la barre. Mon enseignante s'est assise, visiblement nerveuse, mais maîtrisée. Elle a expliqué comment elle m'avait découverte grâce aux brochures, comment j'étais devenue de plus en plus maigre au fil des années, et comment mes rédactions l'avaient inquiétée. Avez-vous déjà signalé vos inquiétudes? A demandé l'avocat de mon père. Je voulais d'abord établir une relation de confiance. Je pensais que si elle se sentait en sécurité. Donc vous n'avez rien signalé. Vous avez manqué à votre obligation de signalement. J'ai fait un signalement quand j'ai eu des preuves, a dit Madame Rodriguez. Après l'avoir prétendument influencé avec de la propagande anticulturelle, a ajouté Patricia. Mais le mal était déjà fait. Il présentait Madame Rodriguez comme la véritable instigatrice, comme celle qui m'avait mis toutes ces idées dans la tête. Quand mon tour est venu, Patricia est restée strictement sur les faits. Les cicatrices de brûlure, les maltraitances, les hommes auxquels mes cousines avaient été promises, les épouses mortes de Hamuda Bibi. Ce sont des accusations graves, a dit le juge. Pouvez-vous prouver ces décès? Les certificats de décès sont des documents publics, a répondu Patricia. Les 2 femmes sont mortes d'insuffisance rénale avant leur 23e anniversaire. Toutes 2 avaient eu plusieurs grossesses. L'avocat de mon père s'est levé. L'insuffisance rénale est un diagnostic médical, à moins que la partie adverse ne prétende que mon client a assassiné ses femmes. Je parle d'un schéma, a dit Patricia calmement. De jeunes épouses, de nombreuses grossesses, une mort précoce, et maintenant il devrait recevoir une autre enfant pour objection, a lancé l'avocat de mon père. La partie adverse formule des insinuations infondées et chargées d'émotions. Le juge a demandé le calme, mais j'ai vu le doute apparaître sur son visage. Sans le témoignage d'Anja, sans preuve concrète d'un mariage forcé, autre que ma parole. À cet instant, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Une jeune femme, peut-être âgée de 25 ans, portant un foulard et boitant légèrement, est entrée avec
avec une employée des services de protection de l'enfance. Votre honneur, a commencé l'employé. Cette témoin détient des informations importantes pour cette affaire. Mon père s'est figé. Ma mère a retenu son souffle. La jeune femme s'est assise et a donné son nom. Fatima Habibi. J'ai été la première épouse de Hamoud Habibi, a-t-elle murmuré. Je ne suis pas morte. Un tumulte a éclaté dans la salle d'audience. L'avocat de mon père a protesté bruyamment. Ma famille chuchotait avec agitation. Quand le silence est enfin revenu, Fatima a poursuivi. J'avais 15 ans quand je l'ai épousée. À 20 ans, j'avais 4 enfants. Puis mes reins ont lâché. Ma famille a dit à tout le monde que j'étais morte, mais une infirmière m'a aidé à fuir l'hôpital. Depuis 5 ans, je vis cachée. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Quand j'ai vu les publications Facebook à ton sujet, j'ai su que je devais me manifester. Je ne pouvais pas le laisser faire à une autre fille ce qu'il m'avait fait. Son témoignage a été dévastateur. Les intervalles beaucoup trop courts entre les grossesses. Les coups lorsqu'elle ne retombait pas enceinte assez vite. Le silence de la famille, qui plaçait sa réputation au-dessus de sa vie. Ils ont préféré dire que j'étais morte plutôt que d'admettre que leur fille avait fui, a-t-elle dit. Voilà ce qui attend les filles qui essaient de s'échapper. La mort, ou l'effacement. L'avocat de mon père a tenté de la faire passer pour une personne peu crédible. Mais Fatima avait apporté des preuves. Des dossiers médicaux. Des documents sur les lésions rénales causées par les grossesses répétées. Même des photos de la fausse tombe que sa famille avait fait installer pour elle. Quand le juge a finalement rendu sa décision, son jugement a été clair. L'ordonnance de protection est maintenue de manière permanente. Les parents de la requérante n'ont pas le droit d'entrer en contact avec elle. Toute violation fera l'objet de poursuites pénales. Mon père s'est levé au moment où nous allions partir. Tu n'es plus ma fille, a-t-il dit en arabe. Pour nous, tu es morte. Asseyez-vous, a ordonné le juge. Ma mère s'est levée elle aussi, et a retiré son foulard. Un signe définitif de rejet. Nous n'avons pas de fille, a-t-elle dit. Aujourd'hui, elle est morte pour nous. Sortir de la salle d'audience m'a donné l'impression de traverser le feu. Des membres de ma famille détournaient le visage quand je passais près d'eux. Certains crachaient par terre. D'autres murmuraient des malédictions. Mais Fatima a posé doucement sa main sur mon bras. Tu n'es pas seule, a-t-elle chuchoté. Nous sommes plus nombreuses qu'ils ne veulent l'admettre. Dehors, Théodora nous attendait déjà, moteur allumé. Alors que nous partions, j'ai vu ma famille debout sur les marches du tribunal. Mon père agitait furieusement son téléphone. Ce n'est pas terminé, a averti Patricia. Ils trouveront d'autres moyens. Reste vigilante. Elle avait raison. En quelques jours seulement, la nature du harcèlement a changé. Comme ils ne pouvaient plus me contacter directement, ils sont passés à d'autres méthodes. Mes anciens comptes sur les réseaux sociaux, abandonnés depuis longtemps, ont été piratés et réactivés avec de faux appels à l'aide et de prétendus problèmes psychiatriques. Des photos de moi ont été retouchées pour me faire paraître instable, puis diffusées partout. Soudain, des commerces de la communauté où Théodora faisait ses courses ont commencé à lui refuser leurs services. Nous ne voulons pas d'ennui, a dit un commerçant d'un air désolé. Votre enfant placé, sa famille a beaucoup d'influence. Puis les avocats sont arrivés. Cette fois, sur le terrain civil. Plainte pour diffamation, pour souffrance émotionnelle, pour aliénation d'affection. Toutes sans fondement, mais coûteuses à défendre. Ils veulent nous saigner financièrement jusqu'à ce que nous abandonnions, a expliqué Patricia. C'est une tactique classique. Mais le pire, pour moi, est venu des autres filles. Des vidéos sont apparues en ligne, dans lesquelles des cousines et des amis de la famille affirmaient que je les avais contaminées avec des idées dangereuses. Chaque témoignage était conçu pour me présenter comme une manipulatrice, quelqu'un qui influençait délibérément de jeunes filles. Elle nous a dit que nos parents voulaient nous vendre, disait une cousine face à la caméra. Ça nous a fait peur de nos propres familles. Je reconnaissais le ton appris par cœur, l'incertitude dans leur regard. C'était précisément les filles que j'avais essayé de sauver. Et maintenant, on les utilisait contre moi. Après que nous avons trouvé des empreintes de pas dans le jardin un matin, Théodora a renforcé les mesures de sécurité. La police n'a rien pu prouver, mais nous savions que quelqu'un observait la maison. Tu devrais peut-être envisager le programme de protection des témoins, a dit Margaret pendant une semaine particulièrement difficile. Mais j'ai pensé à Fatima, qui vivait cachée depuis des années, et à toutes les autres filles encore piégées. Fuir aurait signifié les abandonner. Non, ai-je décidé. Je reste, je me bats, je veux montrer que c'est possible. Le défi suivant est venu d'une direction inattendue. Une femme s'est soudain présentée à la porte de Théodora, prétendant travailler pour un service de médiation culturelle. Nous sommes spécialisés dans la réunification familiale, a-t-elle dit d'une voix douce. Peut-être pourrions-nous organiser une rencontre supervisée. Théodora lui a claqué la porte au nez. Mais la femme a laissé des brochures sur la tragédie de l'aliénation culturelle et l'importance de l'unité familiale. D'autres tentatives du même genre ont suivi. Une thérapeute spécialisée dans la réintégration culturelle. Un responsable religieux proposant une médiation. Même une parente éloignée, affirmant que ma grand-mère était mourante et demandait une dernière visite. Chaque tentative a été soigneusement documentée et signalée. Mais cela ne les a pas empêchés de continuer à nous mettre la pression. Puis Patricia m'a surprise avec un appel. Anja veut te rencontrer. Mon cœur a bondi, puis il est retombé aussitôt. Est-ce que c'est un piège? Je ne sais pas. Elle a pris contact directement par l'intermédiaire de son avocat et dit qu'elle a des informations que tu dois absolument connaître. Nous avons organisé la rencontre dans le bureau de Patricia, avec des agents de sécurité devant la porte. Quand Anja est entrée, j'ai eu du mal à la reconnaître. Elle avait maigri. Ses yeux semblaient vides. Il y avait quelque chose de brisé dans ses mouvements. Ils m'ont forcé à revenir, a-t-elle murmuré quand nous avons été seuls. Ils ont menacé de faire du mal à ma petite sœur si je ne coopérais pas. Anja, je suis tellement désolée. Écoute-moi, m'a-t-elle coupé la parole avec urgence. Tu dois savoir ça. Ils préparent quelque chose. J'ai entendu mon père parler. Ils ont renoncé à te ramener. Mais c'est plutôt une bonne chose, non? Non. Ses yeux se sont remplis de larmes. Maintenant, ils veulent faire de toi un exemple. Un avertissement pour les autres filles. Pour que tout le monde voit ce qui arrive quand on trahit la famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas exactement ce qu'ils prévoient, mais je les ai entendus parler de ta nouvelle école. Ils ont dit qu'ils voulaient envoyer un message que tout le monde comprendrait. Un froid glacé m'a parcouru le dos. Quand? Bientôt. Peut-être cette semaine. Je suis désolée. Je n'en sais pas plus. Ils ne me font plus confiance. Elle a serré mes mains. S'il te plaît, sois prudente. Change tout ce que tu fais. Évite les routines. Ils t'ont observé et savent exactement comment tu te comportes. Les agents de sécurité l'ont rapidement raccompagné. Mais avant de
de partir, elle a réussi à me glisser discrètement un petit papier avec une adresse. D'autres filles ont formé des mots en silence avec leurs lèvres. Aidez-les. Cette nuit-là, Théodora et moi avons établi un plan. Je n'irai pas à l'école pendant quelques jours. Je casserai ma routine. Je ne sortirai plus jamais seule. Mais nous avions sous-estimé leur détermination. Le mercredi matin, j'étais dans la cuisine lorsque l'alarme de Théodora s'est déclenchée. Pas celle de l'extérieur. Le capteur de fenêtre de ma chambre. Enferme-toi dans la salle de bain, a crié Théodora, en attrapant déjà son téléphone pour appeler la police. Je me suis mise à courir. Derrière moi, j'ai entendu du verre se briser et des voix d'hommes parler en arabe. Ce n'était pas mon père ni mes oncles. Ils étaient trop prudents pour faire ça eux-mêmes. C'étaient des hommes payés, des cousins éloignés ou des connaissances de la communauté, prêts à faire le sale travail à leur place. La porte de la salle de bain était solide, massive et bien verrouillée, mais elle ne tiendrait pas éternellement. Je les entendais fouiller, appeler mon nom, affirmer qu'ils voulaient seulement me parler. La police sera là dans 3 minutes maximum, a crié Théodora à travers la porte. Tiens bon, la poignée a bougé, puis ils se sont mis à frapper de toute leur force. Ils m'avaient trouvé. Réveille-toi, ma fille. Ne rends pas les choses encore plus graves. Ta famille te cherche. Je me suis plaquée contre le mur, cherchant désespérément quelque chose pour me défendre. Une bombe de lac, quelques ciseaux dans un tiroir. Pas grand-chose contre des hommes adultes. Le cadre de la porte commençait à se fendre. Encore un coup, et il serait entré. Puis, soudain, des sirènes ont retenti. Fortes, proches. Le son du secours qui hurlait dans la rue. Les coups se sont arrêtés. Des pas ont fui précipitamment. Des portières ont claqué. Quand la police est enfin arrivée, les hommes avaient disparu depuis longtemps, ne laissant derrière eux que du verre brisé et des traces de boue. Il faut te déplacer dès ce soir, a déclaré Margaret, arrivée peu après. Ici, tu n'es plus en sécurité. Pendant que je rassemblais mes affaires, je pensais à l'avertissement d'Anja, à l'adresse qu'elle m'avait glissée, et à toutes ces filles encore prisonnières, persuadées de ne pas avoir le choix. Je dois faire quelque chose avant, ai-je dit à Théodora. Avant qu'on parte, je dois appeler quelqu'un. J'ai composé le numéro de Madame Rodriguez. Vous vous souvenez de ces brochures? Je crois qu'on devrait en faire beaucoup plus. Vraiment beaucoup. Parce qu'il pouvait changer mon lieu de refuge. Il pouvait me menacer. Il pouvait me traquer. Mais le savoir que j'avais transmis, il ne pouvait plus le reprendre. Chaque fille qui découvrait ses droits était une victoire qu'il ne pourrait jamais effacer. Mon combat pour la liberté n'était pas encore terminé. Mais tandis que nous quittions la maison de Théodora, devenue trop dangereuse, pour rouler vers un nouvel endroit, j'ai senti en moi quelque chose de plus fort que la peur. La certitude que j'avais déjà accompli l'essentiel. J'avais montré qu'il était possible de dire non, de suivre son propre chemin, de survivre au rejet, et de recommencer. Et cet espoir se répandrait parmi les filles, que ma famille le veuille ou non. Le nouveau refuge se trouvait à 60 km. Un petit appartement au-dessus du garage d'un policier à la retraite. Margaret m'a expliqué qu'il avait déjà accueilli plusieurs filles dont les familles refusaient d'abandonner. Les mesures de sécurité y étaient encore plus strictes que chez Théodora. Détecteur de mouvement, caméra de surveillance, bouton d'alerte dans chaque pièce. La première nuit, je n'ai cessé de fixer l'adresse qu'Anja m'avait donnée. Un numéro de maison dans un quartier que je connaissais, où vivaient beaucoup de membres de notre communauté. Encore d'autres filles qui devaient savoir qu'elles aussi avaient le choix. Le lendemain matin, Madame Rodriguez est arrivée avec des cartons pleins de documents. Nous avons décidé de créer des kits d'information. Pas seulement des brochures, mais de véritables guides, cachés dans des cahiers scolaires. Des numéros de téléphone déguisés en exercices de mathématiques. Des informations juridiques déguisées en devoirs d'histoire. Nous les distribuerons par l'intermédiaire des infirmières scolaires, a expliqué Madame Rodriguez. Elles sont tenues de signaler les cas suspects, et elles repèrent souvent très tôt les élèves en danger. Pendant que nous travaillions, Patricia a appelé avec des nouvelles. Les hommes qui ont fait irruption chez Théodora ont été identifiés grâce aux empreintes digitales. Ce sont des cousins éloignés de ton père. Des mandats d'arrêt ont été émis, mais ils ont déjà quitté le pays. Vos familles ont également fait appel de l'ordonnance de protection, a-t-elle ajouté. Elles prétendent qu'il s'agit de discrimination religieuse. La préparation des kits a pris 3 jours. Chacun contenait une poche secrète avec des numéros d'urgence, des informations sur les droits, et un plan de fuite expliqué étape par étape. Nous en avons fait 50 exemplaires, tout en sachant que la plupart seraient probablement jetés par des parents méfiants. Mais si un seul atteignait une fille qui avait besoin d'aide, cela suffisait. Le jeudi, quelque chose de nouveau s'est produit. Une travailleuse sociale nous a amené une adolescente, les yeux écarquillés par la peur. Elle venait d'une autre famille de notre communauté, mais son histoire m'était terriblement familière. Elle avait été promise à un homme de 47 ans. Elle avait eu ses premières règles la semaine précédente. J'ai trouvé ton carnet, m'a-t-elle chuchoté pendant que nous nous cachions dans la chambre de mon cousin. Celui avec les exercices de maths qui sont en fait des numéros de téléphone. Mon cœur a raté un battement. La nouvelle s'était déjà répandue. Je commençais à perdre le contrôle. Margaret s'est occupée de lui trouver un endroit sur où dormir, pendant que je restais assise près d'elle pour lui expliquer ce qui allait se passer maintenant. La peur dans ses yeux a peu à peu laissé place à une détermination nouvelle. Elle comprenait qu'il existait un chemin. Cette même nuit, mon nouveau téléphone a sonné. Un numéro inconnu est apparu à l'écran. Au début, je n'ai pas voulu répondre, mais quelque chose m'a empêché de raccrocher. S'il te plaît, ne raccroche pas, a lancé une jeune voix, précipitée. J'appelle avec le téléphone d'une amie. Nous sommes 6 filles. Nous avons trouvé tes indications. Nous avons besoin d'aide. J'ai attrapé un stylo et j'ai noté pendant qu'elle parlait vite et tout bas. 6 filles, âgées de 12 à 16 ans. 3 étaient déjà promises à des hommes plus âgés. Elles se retrouvaient en secret et échangeaient des copies de pages de mon carnet. Vous pouvez joindre des enseignants ou des travailleurs sociaux, ai-je demandé. On essaie, mais nos parents nous surveillent tout le temps maintenant. Depuis ce que tu as fait, tout le monde est en alerte. Je lui ai donné des conseils, des noms d'enseignantes dans différentes écoles, et je lui ai fait répéter les numéros d'urgence. Je lui ai expliqué comment se comporter devant les caméras du palais de justice et comment déposer une demande en urgence. Et s'il nous attrape, a-t-elle demandé. Sa voix tremblait. Alors vous recommencez, ai-je dit fermement. Encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez libre. Le vendredi matin, Patricia m'a appelé avec des nouvelles urgentes. L'avocat de ton père a déposé une requête d'urgence. Ils affirment que tu mets des mineurs en danger et veulent qu'une plainte soit déposée contre toi. Parce que j'explique à des filles quels sont leurs droits. Ils appellent ça de la séduction de mineurs, une atteinte à
l'autorité parentale. Il ne se passera probablement pas grand-chose, mais ils veulent t'intimider et te réduire au silence. Mais j'en avais assez qu'on essaie de m'écraser. Cet après-midi-là, j'ai rencontré une journaliste que Madame Rodriguez connaissait, une spécialiste des questions de droits humains. Elle avait accepté d'écrire un article sur le réseau secret de filles qui échangeaient des informations, protégeaient leurs identités et révélaient malgré tout ce qui se passait vraiment. Pas de photos, pas de vrai nom, a-t-elle promis. Mais les gens doivent savoir que des choses comme ça arrivent ici, en Amérique. L'article ne paraîtrait que dans quelques semaines. Mais le simple fait de savoir qu'il était en cours d'écriture ressemblait déjà à une petite victoire. Le samedi a apporté une surprise par la poste. Une enveloppe anonyme, tamponnée dans un autre état. À l'intérieur, il y avait des photos et une lettre écrite d'une main tremblante. On y voyait une jeune femme en tenue d'infirmière, rayonnante lors de sa remise de diplôme. La lettre venait de Fatima. Je voulais te montrer ce qui est possible, avait-elle écrit. 5 ans cachés. Mais maintenant, je me suis construit une vie. Je suis devenue infirmière. J'ai trouvé quelqu'un qui voit ma valeur, non pas comme un bien, mais comme une personne. Reste forte. J'ai pleuré en regardant les photos. C'était la preuve que survivre pouvait signifier plus que simplement tenir un jour de plus. Le dimanche est resté calme, jusqu'à l'appel de Margaret dans la soirée. 3 autres filles se sont manifestées, issues de familles complètement différentes. Elles avaient toutes des kits d'information. Les services de protection de l'enfance ont ouvert des enquêtes. La riposte n'a pas tardé. Le lundi matin, l'avocat de mon père a tenu une conférence de presse devant le palais de justice. Il m'a présentée comme une adolescente rebelle qui déchirait les familles et corrompait les enfants avec des idées occidentales. Derrière lui, plusieurs responsables de la communauté s'étaient rassemblés et hochaient la tête en signe d'approbation. Elle s'en prend à nos filles vulnérables, a-t-il déclaré face aux caméras. Elle leur remplit la tête de mensonges sur des familles prétendument aimantes, qui veulent simplement préserver leurs traditions. Patricia était préparée. Elle avait recueilli des déclarations d'enseignants, de travailleurs sociaux et de conseillers qui connaissaient ce schéma depuis longtemps, mais qui, la plupart du temps, ne pouvaient que regarder, impuissants. Même le policier à la retraite chez qui je vivais a accepté de témoigner. Il a raconté jusqu'où certaines familles étaient prêtes à aller pour ramener des filles chez elles. Mais le véritable coup dur est arrivé le mardi. Une vidéo est apparue en ligne. Encore Margie. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 4 filles de mon groupe étaient assises à côté d'elle et affirmaient que j'avais essayé de les monter contre leur famille. Elle a dit que nos parents étaient mauvais, a déclaré l'une d'elles d'un ton sérieux. Que notre culture était fausse. Elle voulait nous faire croire que nous devions nous détester nous-mêmes. Je reconnaissais les formules apprises. Les phrases soigneusement choisies. Pour quelqu'un de l'extérieur, cela semblait convaincant. Ne regarde pas ça plus longtemps, m'a conseillé le policier à la retraite en refermant l'ordinateur portable. Ils veulent que tu abandonnes. Le mercredi, les événements se sont enchaînés. Patricia a appelé tôt le matin. La rédactrice en chef de la journaliste avait déjà reçu des menaces juridiques. L'avocat de mon père menaçait d'une plainte pour diffamation. Puis Margaret est arrivée avec une nouvelle qui m'a glacée. L'une des filles qui a appelé la semaine dernière, sa famille l'a découvert. Il l'emmène demain dans un autre état. Laquelle, ai-je demandé. Mais au fond, je le savais déjà. La plus âgée, la plus courageuse. Celle qui insistait sur le danger d'être emmenée. Samira, 16 ans. Elle devait encore parler avec une conseillère ce jour-là. Je n'ai pas réfléchi longtemps. Le palais de justice, ai-je dit. Si elle réussit à y arriver avant qu'il ne l'emmène. Margaret était déjà au téléphone, en train d'alerter les autorités. Mais nous savions tous qu'une fois qu'une fille est emmenée au-delà de la frontière d'un état, elle disparaît souvent pour toujours. Dans l'après-midi, ma décision était prise. Malgré toutes les inquiétudes, j'ai insisté pour aller près du palais de justice. Pas à l'intérieur. C'était trop risqué. Mais assez près pour que Samira puisse me voir, si elle avait un instant. Le policier à la retraite nous a conduits et s'est garé de manière à nous offrir une bonne vue sur le bâtiment. Pendant 2 heures, il ne s'est rien passé. Puis un van s'est arrêté, et je l'ai vu. Samira, coincée entre 2 tentes, était conduite vers l'entrée. Pas pour être protégée, mais pour régler des formalités de passeport. Il voulait la faire sortir du pays. Elle m'a vu à travers la vitre de la voiture. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. J'ai posé ma main contre la vitre et j'ai formé silencieusement le mot. Cours. Elle n'a pas couru. Elle ne pouvait pas. Ses tantes ne la lâchaient pas. Mais lorsqu'elles ont passé le contrôle de sécurité, elle a fait autre chose. Elle s'est simplement laissée tomber au sol et s'est mise à se plaindre bruyamment de douleur au ventre. Un vieux tour éprouvé de mon propre répertoire. Les agents de sécurité ont réagi immédiatement et ont appelé une aide médicale. Dans la confusion, Samira a réussi à attraper le bras d'un policier. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais j'ai clairement vu son visage changer. Il a parlé dans sa radio, et soudain d'autres agents sont apparus. Ses tantes ont essayé de l'emmener, lui parlant doucement, prétendant que tout allait bien. Mais Samira n'a pas lâché prise. Elle a continué à crier, s'accrochant désespérément aux policiers. Peu après, des employés des services de protection de l'enfance sont arrivés. Il faut partir, a dit le policier à la retraite en mettant le moteur en marche. Alors que nous quittions les lieux, j'ai vu mon oncle descendre du van, téléphone à l'oreille, gesticulant furieusement. Il venait encore de perdre une fille. Le jeudi a été marqué par d'interminables discussions juridiques. Patricia travaillait sans relâche pour documenter les tentatives d'intimidation et consigner chaque incident. La journaliste avait entre-temps trouvé un média prêt à prendre le risque d'une poursuite judiciaire. De plus en plus de filles se manifestaient, non seulement de ma communauté, mais aussi d'ailleurs, après avoir entendu parler du réseau. Tu as déclenché quelque chose, a dit Patricia. Quelque chose qu'ils ne peuvent plus arrêter. Le vendredi matin, des sirènes m'ont réveillée. Dans ce quartier, ce n'était pas inhabituel. Mais cette fois, elles se sont arrêtées juste devant la maison. Beaucoup trop près. Le policier à la retraite s'est réveillé immédiatement et a vérifié les caméras. Reste en arrière, a-t-il ordonné d'un ton ferme, la main posée sur son arme de service. Par la fenêtre, j'ai vu des flammes. Une voiture brûlait sur le parking. Pas la sienne. Une voiture qui n'était pas là la veille au soir. Pendant que les pompiers éteignaient le feu, la police a trouvé quelque chose de terrifiant dans le coffre. Des poupées en robe de mariée blanche, brûlées au point d'être presque méconnaissables. Le message était évident. On te déplace ailleurs, a dit Margaret lorsqu'elle est arrivée. Dès aujourd'hui, mais j'en avais assez de fuir sans cesse. Non, ils veulent que j'aie peur. Ils veulent que je me cache. Mais je ne jouerai plus à ce jeu. La dispute a duré des heures. Finalement, nous avons trouvé un compromis. J'ai
étaient autorisés à rester, mais avec une sécurité renforcée. La police anti-émeute assurerait des rotations. Les boutons d'urgence seraient reliés directement à la police. Et je devrais changer constamment de lieu de sommeil, ne jamais passer 2 nuits de suite au même endroit. Les nouvelles du samedi ont apporté un espoir inattendu. L'article avait été publié en ligne plus tôt que prévu, et en quelques heures, il s'était propagé à une vitesse folle. D'innombrables messages de femmes ayant vécu des histoires similaires ont commencé à arriver. Elles proposaient soutien et aide. Même des organisations dont je n'avais jamais entendu parler se sont manifestées, prêtes à développer le réseau. Mais le meilleur message est venu d'Anja. Un simple SMS d'un numéro inconnu. 12 filles dans 3 États ont maintenant les carnets. Elles font des copies. Tu as réussi. Le dimanche est resté calme. Mais je sentais que c'était le calme avant la tempête. Ma famille n'accepterait pas cette résistance sans tenter une dernière manœuvre. Elle est venue le lundi matin. Cette fois, pas de violence. Mais quelque chose qui, à leurs yeux, était encore pire. Une annonce officielle dans le bulletin de la communauté. J'étais officiellement reniée. Pas seulement par mes parents, mais par toute la grande famille. Mon nom devait être rayé des arbres généalogiques. Mes photos retirées de toutes les maisons. Quiconque garderait contact avec moi risquait le même sort. Dans leur monde, c'était pire que la mort. C'était l'effacement définitif. Et pourtant, en lisant l'annonce, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Ils avaient joué leur dernier atout. Et j'étais toujours debout. Le mardi, les réactions ont été nombreuses. Les filles qui avaient encore hésité voyaient maintenant que même la pire punition ne m'avait pas détruite. 3 nouvelles requêtes d'urgence ont été déposées. 2 filles ont réussi à rejoindre des structures de protection. Une autre a été rattrapée, mais elle a pu prévenir ses enseignants à temps, avant que sa famille ne l'emmène. Le mercredi, j'ai rencontré les responsables des organisations qui nous avaient contactés. Elles voulaient désormais rendre le réseau officiel, avec une protection juridique et des lieux de refuge sûrs, spécialement conçus pour ce genre de cas. Nous l'appellerons le réseau de la liberté, a dit l'une des femmes. Invisible, mais bien réel, comme tes carnets. Le jeudi, c'était enfin mon audience pour la prolongation de l'ordonnance de protection. La salle était pleine, mais pas de ma famille. Eux avaient abandonné. Elle était remplie de filles et de femmes qui avaient fui, de travailleuses sociales et d'enseignantes qui les avaient aidées. L'avocat de mon père a tenté une dernière fois de faire valoir que mon exclusion familiale prouvait qu'il n'y avait plus de danger. Mais la juge ne s'est pas laissée impressionner. Une exclusion n'annule ni les menaces ni les infractions commises, a-t-elle déclaré clairement. L'ordonnance reste en vigueur. Quand nous avons quitté le palais de justice, Fatima nous attendait déjà dehors. Elle avait conduit 3 heures seulement pour me montrer que je n'étais pas seule. Nous n'avons pas eu besoin d'échanger un seul mot. Nous nous sommes simplement serrés dans les bras, tandis que les photographes immortalisaient le moment. 2 filles qui refusaient d'être réduites au silence. Le vendredi a eu lieu la première réunion officielle du réseau de la liberté. 15 bénévoles étaient venus, dont Madame Rodriguez et Théodora. Ensemble, nous avons planifié la distribution des kits d'information, la coordination des refuges et la mise en place de protocoles d'urgence. Quelques brochures secrètement photocopiées étaient devenues un véritable mouvement. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. Encore une fille dont la voix tremblait entre la peur et l'espoir. J'ai trouvé ton carnet, a-t-elle chuchoté. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, ai-je répondu en attrapant mon stylo. Raconte-moi tout. Pendant qu'elle parlait, je pensais à toutes les filles encore prisonnières, celles qui croyaient ne pas avoir le choix. Le réseau continuerait à grandir. Les informations continueraient à circuler. Certaines filles s'échapperaient, d'autres non. Mais chaque fille qui découvrait ses droits était une victoire. Ma famille avait essayé de m'effacer, mais j'étais devenue quelque chose qu'ils ne pouvaient pas effacer. Une preuve que leur fille pouvait vivre autrement. Ce savoir continuerait à se transmettre. Dans des conversations secrètes, dans des carnets cachés, à travers des filles courageuses, prêtes à tout risquer pour leur liberté. Le combat n'était pas terminé. Peut-être ne le serait-il jamais complètement. Mais tandis que je donnais à une nouvelle fille terrifiée les mots qui pouvaient lui sauver la vie, je savais que nous avions déjà gagné la bataille la plus importante. Nous avions montré qu'il était possible de dire non.